Merci Lise, merci de m'avoir invité pour parler de HEPATITEC. Merci à tous. Donc vous allez voir qu'on vous n'avez pas le monopole, on est capable de faire presque plus fou que vous. Vous avez une loi sur la drogue qui date d'un siècle, c'est génial, quoi. Je ne pense pas qu'il y ait de loi qui soit aussi vieille avec des trucs qui ont autant changé en un siècle. Mais voilà, et nous on essaye aussi avec notre loi de 75, on a du mal à la faire bouger. Mes liens d'intérêt, c'est habituel de le faire ça chez nous. Voilà une présentation, c'est juste pour rappeler ce qu'on cause de personnes qui sont infectées de virus ou d'épidémies. Et je pense que là aussi, c'est important de rappeler ça. Le Covid nous l'a montré. 70 millions de personnes, juste au moment, nous, les hépatos, nous avaient annoncé qu'il y avait 170 millions de personnes dans le monde. Puis on allait à un congrès, on disait non, on s'est planté, il n'y en a que 70 millions. On a fait disparaître 100 millions de personnes à coup de baguette magique comme ça, il y a quelques années, on ne sait pas pourquoi. Donc les estimations, faut faire gaffe. Donc il y a 70 millions de personnes, 20% seulement sont diagnostiqués et 1,5% seulement sont traités. Et bien sûr, on est traité dans les pays riches et on se contamine dans les pays pauvres. Donc c'est une maladie de pauvres qu'il vaut mieux avoir dans un pays riche, malgré tout ce qu'on peut dire sur nos difficultés. Ça, c'est ce qu'a dit Jean-Pierre, et j'adore parce qu'on a les mêmes slides et les mêmes vues, donc ça me rassure quelque part. On est quand même, c'est bien l'Europe. Donc l'estimation pour 2030 de l'OMS, c'était donc cette réduction de 90% des contaminations et de 65% de la mortalité. Donc on s'est dit, on va y aller, il n'y a pas de souci. Et puis nous, les Français, on va dire 2030. Non, mais vous êtes rigolo. En 2025, c'est fait, nous. Nous, on a un ministre de la Santé qui a dit non, 2025, c'est plié, vous inquiétez pas. Puis on a les Jeux Olympiques juste avant, ça ne pose aucun souci. Voilà. 2 coups de cuillère à peau. Et puis là, on vient de nous dire, putain, on n'est pas bon, on n'y arrivera pas. Et voilà. Et même pour 2030, on n'y arrivera pas. Donc effectivement, la même diapo. Voilà, c'est pour ça que je trouve ça absolument génial. Donc vous êtes... Voilà, tout à fait. Vous êtes les 17e. Vous êtes les premiers qui y arriveraient, dans les premiers à y arriver pour 2050. Nous, on était encore dans les 10 qui pouvaient y arriver pour 2030, hein, pas pour 2025, pour 2030. Et puis, malheureusement, il y a le Covid, il y a tout un tas de choses qui n'ont pas pu se faire. Et puis, il y a eu cette ouverture à la médecine générale. Et vous allez voir que ça devient de plus en plus compliqué de trouver les derniers patients. Et du coup, comme les hépatologues ont maintenant ouvert aux médecins généralistes, on dit, si ça marche plus, c'est de la faute aux médecins généralistes de ne pas faire. Tant que nous s'en occupait, ça allait super bien. Et maintenant que c'est les médecins généralistes, c'est en panne. Donc c'est un peu compliqué. Et pourtant, dans le top 5, il y a des gens qui arrivent. Donc il y a eu de larges avancées qui ont été faites. Avec une prescription qui était au départ limitée, et puis on a voulu avoir une stratégie nationale, on a fait des plans, et puis on a eu les AAD, les traitements Action Directe. Donc Action Directe, c'est pas un mouvement politique maintenant, c'est un antiviral, je vous le rappelle, pour ceux qui sont encore des années 70, ça a changé. Donc on a bien, vous avez vu que là on parle bien de l'éradication pour 2025, nous, et on pensait qu'il y avait encore 110 000 personnes à traiter. Donc maintenir le cap, on s'est rendu compte dès 2019 que ça allait être compliqué. Donc on a dit, non, il faut qu'on réfléchisse, il faut vraiment qu'on y arrive. Et puis on ne va pas du tout y arriver. Pourtant, il y a des gens qui l'ont fait. C'est l'Islande qui a été le premier pays à éradiquer. Donc c'est une petite île, c'est insulaire. Ils ont dit, on y va, on dépiste tout le monde et on va traiter tous ceux qui bougent. Et ils ont traité les usagers de drogue de façon très coercitive, j'ai envie de dire. Donc la liberté est un peu... mise à mal, mais en tout cas, ils y sont arrivés. Et aujourd'hui, ils ont une cascade de soins qui a fonctionné. Et il y a... normalement, quasi plus de gens atteints d'hépatite C. Il n'y aura que des hépatites C d'importation. Donc, ils sont très vigilants à surveiller épidémiologiquement ce qui se passe pour que l'épidémie ne reparte pas. Vous savez, ils ont peur d'un truc. Vous avez déjà entendu parler peut-être des vagues. Il y a des vagues successives comme ça. On va peut-être avoir des vagues d'hépatite C aussi. Donc, voilà. Je vous ai mis une diapo qui, pour moi, est intéressante. L'épidémiologie de l'hépatite C, donc vous avez entendu 70 millions de personnes. Les usagers de drogue, c'est 15 millions de personnes sur les 70 millions. Donc vous voyez qu'en Europe de l'Ouest, on est à 1 million d'usagers de drogue injecteurs qui sont atteints d'hépatite C. Diapo, présence estimée des anti-VHS chez les usagers de drogue. Mais vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que même en regardant d'un pays à l'autre, on est à 8,2 millions de personnes en moyenne, mais il y a de grosses variations. Et je vous jure qu'on ne peut pas faire le zoom, mais si on faisait le zoom ici, la Belgique n'a pas renvoyé. C'est-à-dire que quand on interroge, quand l'OMS demande à tous les ministères, vous en êtes où, vous, dans votre pays, mais ils n'ont pas renvoyé, donc on ne sait pas, on n'a pas de chiffres. C'est quand même balèze, quoi. Alors, il y a des trucs qu'on fait pareil en France, on ne renvoie pas les chiffres, on n'est pas meilleur. Hein. Mais voilà. Donc, on a extrapolé, et ça, c'est la diapo conclusion. Et vous voyez que ça, c'était des données de communication orale à l'INSHOOT 2018. Donc, ça a déjà 4 ans, quoi. Hein. Ce n'est pas des scoops, ce que je vous sors. Et ça, c'est la
projection pour 2030, les vecteurs d'hépatite C, ce sera quoi ? Les vecteurs d'hépatite C en 2030, vous voyez tous les pays où c'est l'usage de drogue qui va être le mode de transmission numéro 1 de l'hépatite C. Eh bien, on s'aperçoit effectivement que toute l'Europe de l'Ouest, le Portugal, l'Espagne un peu moins, mais ils ont des programmes d'échange de seringues qui sont plus en avance que nous. Mais la France, la Belgique, on sera quasiment pas loin du 100% de nouvelles hépatites C qui seront dues à l'usage de drogue. Alors nous, à SOS Hépatite, on s'est dit, putain, il faut qu'on surveille l'épidémie d'hépatite C. Le VIH, on a un bulletin épidémiologique hebdomadaire qui nous donne tous les 6 mois où est-ce qu'on en est, les nouveaux contaminés, la couleur, la taille, les yeux, on a tout. On sait, c'est une déclaration obligatoire. C'est toujours pas obligatoire de déclarer l'hépatite C, juste l'hépatite B aiguë chez nous. Donc l'hépatite C, on ne sait plus depuis 10 ans. Il n'y a pas eu d'études depuis 10 ans. Donc on extrapole depuis 10 ans. On se dit, il y en a moins, il y en a qui sont morts, il y en a peut-être qui sont recontaminés. Donc, on fait ça à la louche, au doigt mouillé. Et nous, à SOS Hépatite, les malades, on a choisi d'aller avec les industriels, d'interroger sur les ventes de traitements, en partant du principe qu'on guérissait dans 95-97% des cas. Et on a fait un baromètre qui est publié par les associations de malades sur où est-ce qu'on en est tous les ans. Et je vous présente notre baromètre qui a été publié et dont les hépatos reprennent. Donc, on était à 230 000 patients en 2004. Et puis, on a commencé à 193 000 et on baisse d'année en année. Et donc la cascade de traitement, elle est super sympa chez nous. Alors c'est rigolo parce que j'ai les mêmes chiffres que toi, Jean-Pierre, et je trouve ça assez chouette d'avoir le même mode de raisonnement. 2017, on était à 18 000 traitements. Alors ça, c'est le moment où on a eu les traitements, c'était super. On a pris tous les réservoirs qu'on avait. Madame Michu, qu'on avait traité 3 fois. La Juliette, qui était à 6 traitements qu'on n'arrivait pas à guérir, qui nous emmerdait. Ramène-toi, on va te guérir, ça va le faire. Pas de souci. 2018, 13 000. 2019, 12 000. Et là, on se dit, putain, on appelle les addictologues. Il y a les copains, il faut que vous continuez de dépister. Parce que là, nous, dans les CHU, on ne les voit plus. Dans les universitaires, on ne voit plus les hépatites C. Les transfusés, ça y est, c'est fait. Donc, il faut trouver ceux qui restent. Donc 12 000, 9 500, 6 500, et où est-ce qu'on va s'arrêter ? La question qu'on a posée au ministère, c'est combien vous accepterez de patients pas traités en France ? C'est-à-dire, vous allez vous arrêter quand ? On accepte qu'il reste 20 000 patients pas traités, 10 000 patients ? Ça va être quoi le résiduel qui va éviter ou pas une nouvelle vague ? Est-ce que l'épidémie va repartir et combien vous acceptez ? On n'a pas de réponse à cette question-là. En 2022, c'est aussi 75 000 personnes qui ignorent encore être porteurs de l'hépatite C. Donc, il faut y aller pour le dépistage. Un effondrement des traitements. On est à moins de 6 000. Et là, on va probablement être à 4 000 pour l'année 2022. Donc, c'est une vraie catastrophe. Compte plus de 10 000 en 2019. Toujours l'objectif de l'éradication pour 2025. Ça, c'est absolument fabuleux. Or qu'il faudrait 15 000 traitements par an. Donc, c'est impossible. C'est plié. Ça fait au moins 3 ans qu'on n'est plus dans les clous pour y arriver. Un dépistage en panne dans les centres d'addictologie. Les centres d'addicto, les XAPA et les CARUD, donc les centres de réduction des risques qui donnent le matériel, sont des réservoirs colossaux d'hépatite C. Dès que quelqu'un dans un XAPA fait une étude, ah bah oui, c'est vrai, j'en ai, bah ouais. Et en 2021, moi, je fais toujours l'expérience de mon XAPA en Haute-Marne où je bosse. On peut être traité et guéri. Moi, dès qu'il y en avait un qui avait une hépatite C, je traitais, je guéris. J'ai plus d'hépatite C dans mon XAPA depuis 8 ans. Il y a les nouveaux qui arrivent, mais à l'intérieur de mon XAPA, il y a des échanges de pompes, etc. Mais il n'y a plus d'hépatite C parce qu'on a éradiqué l'hépatite C au sein de notre communauté. Donc, c'est jouable. Donc, les centres d'addicto, c'est des clusters. Les clusters de l'anglais conglomérat, c'est quand même assez génial. Des lieux où le VHC circule. Dernier endroit de transmission qui nécessite des développements de RDR qui soient spécifiques. Les CARUD dont j'ai la chance de m'occuper, ils ont plus de 70 offres de matériel, de seringues, de pompes, de cupules, de machin, etc. Enfin, il faut s'adapter aux patients. J'injecte en artériel. Ils ne vont pas rentrer en disant c'est pas bien. C'est comment on peut avoir du matériel pour s'injecter en artériel et faire le moins de dégâts possible. Or qu'on a accompagné des patients où ça s'est fini avec des amputations. C'est une catastrophe, on est bien d'accord. Mais le but du jeu, c'est d'accompagner sans stigmatiser. Taux de recontamination entre 1 et 3%, avec des taux de guérison qui sont proches de 100%. On finira la dernière diapo sur les taux de recontamination. Ça n'empêche pas de faire le job. Il faut finir le job, ce n'est pas la recontamination qui nous a... La recontamination, c'est l'autre versant de la guérison. Si on ne vous guérissait pas, on n'a jamais parlé de recontamination du VIH. Ben non, on ne guérit pas. Donc, et là, vous nous faites payer, des hépatos viennent dire « Ah oui, mais on ne va pas traiter, ils vont se recontaminer. Ben, » Excusez-nous de guérir, quoi. Si on peut guérir, oui, on peut se recontaminer, puisque ce n'est pas protecteur. Donc, nécessité de mettre en place des stratégies de micro-élimination. Et c'est tout ce que j'ai entendu là. C'est vraiment, on bosse quartier par quartier. Comment on fait, c'est quoi tes usagers, c'est quoi leurs problèmes. Et on y va, on fait de la micro-élimination.
ne plus remettre le loup dans la bergerie. Ça, c'était mon expérience. Donc ça, c'était MST. Alors, ça ne veut pas dire maladie sexuellement transmissible. C'était notre ministre de la Santé, Marisol Touraine. C'est à elle qu'on a doit en 2019 le droit pour les usagers dans les associations de faire du testing avec les TROD. Donc ça, c'était quand même pour nous sur le modèle du VIH, avec une formation de 2 jours, etc. Les usagers ont le droit de faire des TROD. C'était super. Et elle a inventé un truc que vous allez voir qui est génial, c'est la prise en charge par les médecins généralistes dans une prise en charge simplifiée. Pour les 2 traitements qu'on connaît. Et donc, elle s'est dit, avec ça, on donne aux médecins généralistes, ils vont traiter tout le monde, et pour 2025, dans 5 ans, c'est fini. Sauf que le traitement simplifié, le voilà, donc on fait une sérologie, on fait une charge virale, les patients sont détectables, ils ont, alors c'est là qui est à mourir de rire, c'est ce petit qui apparaît là, une co-infection VIH-VHB, une insuffisance rénale sévère, une consommation d'alcool à risque, un diabète, une obésité mal contrôlée ou une maladie hépatique sévère, et à ce moment-là, vous n'avez pas le droit d'être traité. Donc vous êtes dans un centre d'addictologie, vous me dites, ouais, je peux traiter tout le monde, c'est génial. Et en fait, ah ouais, mais merde, il picole quand même un peu celui-là. Donc je dois l'envoyer à l'hépatologue du CHU qui connaît encore moins bien que moi la prise en charge addictologique. Mais du coup, c'est lui qui va être le référent. Donc on a fait une prise en charge simplifiée et les médecins généralistes me disent, mais putain, je peux traiter facilement, mais il me faut la créate. Vous me dites qu'il faut que je sache qu'il n'y a pas une insuffisance rénale. Il faut qu'il ne soit pas diabétique. Donc on met tout en place pour qu'il n'y ait plus que la sérologie, le gène expert, on le fait. On fait du fibroscan, parce qu'on vous dit l'élasticité, elle est en dessous de 10 kPa, le fibrotest, le fibromètre. On vous donne les moyens d'y aller, mais on vous dit, ouais, mais il faut que vous soyez bien dans la branche, traitement simplifié. Et ça ne peut pas marcher. Le traitement simplifié, c'est on a du virus, on traite et on réfléchit après, quoi. Donc la prise en charge simplifiée, ça coince. Donc, s'il y a des comorbidités, il faut aller envoyer au parcours du spécialiste et on reste avec des temps d'attente de plusieurs mois et avec des patients qui sont pas observants. Vous vous rendez compte, ils ont un rendez-vous dans 7 mois, ils osent l'oublier. Ouais, vous oseriez faire ça, vous? Et puis, on a même un syndicat de médecins là, qui, sur le modèle de des choses que vous connaissez bien, disent les gens qui ne viennent pas à leur rendez-vous, il faudrait quand même leur faire payer la consultation parce que c'est pas normal. Puis, au bout de 3 rendez-vous, il faudrait les blacklister et on s'en occuperait plus. Voilà, c'est sur les ondes, ça se dit, c'est merveilleux. Donc, bien sûr que les spécialistes, nous, on leur a donné des moyens en termes d'accès à des antiviraux différents. Et l'État et Marisol Touraine leur a donné des moyens pour se réunir et de faire aujourd'hui des réunions de concertation multidisciplinaires avec des virologues, des anapathes, etc. Et voilà, mais parfois, il n'y a pas d'addictologue. C'est drôle, hein. Ils vont s'occuper des mecs compliqués avec de l'alcool, mais ils ont oublié de mettre des addictologues dans leurs réunions. C'est quand même fabuleux. Et ils vont décider ce qui est bien pour monsieur Chambier, qui a une cirrhose parce qu'il a bu et qu'il a une hépatite C. Et voilà. Donc ça, c'est compliqué d'avoir des RCP aujourd'hui qui doivent faire de l'hépatite B, de l'hépatite C, de l'hépatite delta, du cancer. Donc il faut qu'on y arrive. Mais on a dit, voilà, l'ordonnance, elle est vachement faite. On a pré-imprimé les ordonnances pour les médecins. On leur a dit, vous pouvez y aller. C'est pris en charge à 100%. Il n'y a même plus besoin de demander le 100%. La Sécu prend en charge tout. Donc on a fait péter des freins qui étaient importants. Il n'y a plus besoin de mutuelle. C'est la Sécu chez nous qui prend en charge directement tout le traitement. Et pour autant, ça ne fonctionne pas. Donc on a même proposé de mettre en route les traitements et de revoir les gens que 12 semaines après, les revoir qu'en fin de traitement et de déléguer à des infirmières ou à des travailleurs sociaux en disant allez-y, vous faites le suivi et nous on n'arrivera qu'à la fin. Ça ne fonctionne pas. L'impact des politiques de traitement, là je vous ai mis une diapo qui circule largement partout. Donc vous voyez qu'au moment où on a fait l'accès universel, on a eu un pic sur les accès au traitement. Et sinon, tous ces publics qui sont particuliers, que sont les migrants, les prisonniers, les patients VIH, les patients psychiatriques ou les usagers de drogue, c'est très très lent, très lent à faire diminuer les choses. La seule chose qu'on a gagnée avec le dépistage, avec l'accès au traitement universel, c'est qu'on a augmenté un peu le dépistage. Ça n'a pas été farouche, c'est 4 à 5,6% de sérologie en plus qui ont été demandées. Une réduction du temps d'accès au traitement, oui, parce qu'il y a des médecins généralistes qui étaient impliqués dans des réseaux qui y sont allés, et une augmentation des traitements pour les femmes qui étaient stigmatisées, et du temps des anciens traitements, accédaient beaucoup moins bien au traitement, et dire non, mais moi être malade, j'ai 4 gamins à m'occuper, l'interféron, vous oubliez. Donc on avait une discrimination genrée de l'accès aux soins en France avec ces traitements. Donc l'accès à des nouveaux traitements faciles, effectivement, on a rattrapé, on a pu traiter les femmes. Donc 4000 traitements par an, 4000 nouveaux patients et 5000 nouvelles contaminations, puisque nous, on continue de nous dire qu'il y a 5000 contaminations. Alors on se dit, mais attendez les mecs, on n'est pas gagnant, quoi. L'équation, elle ne peut pas fonctionner. Ça veut dire qu'on va avoir 1000 personnes par an qui vont rentrer dans la maladie et on n'en fait plus que sortir que 4000. Mais non, il y a ceux qui meurent, rassurez-vous, ils sont environ 1500. Donc on est encore bon. L'épidémie recule. Bon, on ne l'aura pas pour 2025, mais pour 2030, 2035, on y sera peut-être. Grâce à nos morts.
C'est quand même assez fabuleux, quoi. Mais le gouvernement nous dit non, 5000 nouvelles contaminations, vous avez surestimé. Oui, bien sûr, on a surestimé. Donc il faut trouver les patients restants. On a modifié bien sûr l'épidémie, puisque en ayant guéri plein de gens, maintenant, quand vous avez une sérologie, il n'y a plus qu'un patient sur 2 qui a une PCR positive. Mais quand vous regardez, les usagers de drogue, dans ceux qui restent, c'est 5,5% des patients qui restent atteints d'hépatite C qui sont usagers de drogue. Un petit mot très vite sur la psychiatrie, 5 à 10 fois plus fréquente en psychiatrie qu'en population générale. Ça, c'est une enquête qui avait été faite au niveau international. Et vous voyez qu'en Europe, on est entre 1 et 9%. On est là. Et ce qui est fabuleux, c'est que si on dépistait en psychiatrie, on trouverait des patients et on modifie le parcours psychiatrique des patients. Ils sont moins dépressifs, ils vont beaucoup mieux. Donc ça, c'est pas de l'investissement dans le futur, c'est de l'investissement tout de suite. Donc voilà, ça c'était les chiffres en France. Je passe. L'étude ICON, ça c'est un truc qu'on vous a piqué. Vous êtes les champions du monde. C'est vrai que vous nous avez appris les salles de shoot. Bravo, mais faut continuer. Vous nous avez appris les pairs, la paire aidance, vous avez appris les enquêtes, les stratégies boule de neige, ça a été repris avec des pairs qui ont fait leur boulot. En France, ça fait tousser les hépatologues, mais pour aller chercher les derniers malades, on a dit on va donner de l'argent à des patients affectés en leur disant ramène-nous des gens qui ne sont pas dans le parcours de soins, et regardez ce qu'ils ont obtenu. Ça a été absolument fabuleux. En 11 semaines, ils ont touché, à partir d'une dizaine de patients, Hélène a trouvé 554 usagers de drogue avec des taux d'ARN à 8,8%. Donc, elle a trouvé des patients simplement avec des bons en donnant un peu d'argent. Donc, vous, c'est des choses que vous faites, que vous savez faire. Vous nous avez appris ça. Maintenant, je pense que pour finir le job de l'hépatite C, allons-y, quoi. Osons de tels projets. Là, je vous ai mis une slide qui est intéressante pour moi. C'est 26% qui dit mieux. Ça vient de sortir. C'est les Anglais. Ils mettent des bus. Ils vont chercher des SDF. Ils trouvent 26% d'hépatite C à des SDF à Londres. Et ils les traitent et ils ont 75% d'éradication avec des mecs qui remettent dans le soin. Et que, voilà, c'est qu'ils arrivent à resocialiser. Donc c'est possible, c'est tout ce que vous avez fait et qu'on peut faire. Et là, c'est publié tout récemment. Donc vous voyez le chiffre en bas, c'est 75%. Donc le dépistage est sans abri, est possible, efficace. On y va. Le dépistage du CHC après les analogues est mal fait, notamment chez les usagers de drogue. J'insiste pas, je veux juste vous montrer qu'en fait, quand on est un toxicomane et qu'on a guéri, là c'est des scores des pathos, mais juste l'usager de drogue, il a 3 fois plus de chances de se choper un cancer du foie après. Parce que quand il a une cirrhose et qu'il est guéri de son hépatite C, il ne va pas rentrer dans le suivi correct avec une échographie tous les 6 mois, sa gastroscopie tous les 2 ans. Donc arrêtez de croire que c'est réglé, quoi. Donc il faut changer nos paradigmes de réflexion. On ne parle plus d'hépatite, mais d'économie du foie. Et on parle du foie pour permettre que ça ne s'arrête pas la guérison. On va continuer de surveiller ton foie avec la recherche du CHC par une écho tous les 6 mois et les varices œsophagiennes. Alors mon concept à moi, c'est la pêche à la mouche. Ça c'est génial, la pêche à la mouche, on y va tous. C'est tout ce que vous faites, mais appelez ça clairement comme ça. On va chercher, pêcheur à la mouche, il met la mouche devant la truite. Et bien nous, on va mettre le traitement devant l'usager. C'est pareil. Tout comme l'addictologue aux addicts, le pêcheur est à la rivière, là vous ne le voyez pas. Et pourtant le pêcheur il est là, quoi. L'addictologue il doit être au milieu des usagers, on ne le voit pas, on ne le reconnaît pas. On prend une photo, on dit qui est le médecin là-dedans. Oh putain, c'est compliqué. Ah ben si, c'est le mec qui a le stéto autour du cou. Merde, je l'avais pas enlevé. La pêche à la mouche, c'est différent de la pêche au chalut. Au chalut, on ramasse, ça c'était le dépistage. Aujourd'hui, si on dépiste tout le monde, 1000 personnes pour en trouver un. C'est pas du tout rentable, c'est pas coût-efficace, ça marche plus. Il faut faire de la pêche à la mouche maintenant. On peut prendre différents poissons, ça dépend de ce que l'on cherche. Donc la pêche à la mouche, vous pouvez avoir des ombres, etc. Donc ouais, on va pouvoir vraiment aller chercher ce qu'on veut. Ça peut se pratiquer dans différents lieux, les squats, les maisons de retraite, les rues, les prisons. Vous cherchez ce que vous voulez trouver. Connaître l'endroit des poissons, on ne dépiste pas au hasard, comme on ne pêche pas au hasard. Il y a des coins de pêche. Et les xapas, les carutes, c'est des bons coins de pêche. Il en reste. Adapter sa mouche. On fabrique sa mouche. Qu'est-ce que je vais dire? Il nous faut le flyer qui va bien. Est-ce que c'est comment on va communiquer? Vous serez répondeur virologique soutenu si vous nous écoutez. Il n'a rien à battre, l'usager. Qu'est-ce que ça veut dire, répondeur virologique soutenu? Tu seras guéri, mec. Ah d'accord, ok, ça je veux bien, ça me cause. Donc il faut qu'on adapte notre vocabulaire et ça c'est tout le boulot des gens qui sont sur le terrain et des patients. La pêche à la mouche, toujours, donc l'upstream, c'est aller vers l'amont. On remonte, c'est la réduction des risques. C'est pour ça que la pêche à la mouche, c'est intéressant. Mais il y a le downstream, c'est l'aller vers l'aval, le suivi des guéris. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Et puis il y a le no-kill. Le no-kill, c'est quoi? On ne tue pas les poissons, on les remet à l'eau. Nous, on ne les met pas en prison, quoi. On les laisse dehors. Le wading, c'est pêcher en marchant dans la rivière, c'est l'aller vers, c'est évident, quoi. On va dans la rivière, c'est là qu'on est le mieux, au milieu. La pêche à la mouche, plus qu'une pêche, c'est une philosophie. Et n'ayons pas peur de marcher dans la rivière pour vivre avec les poissons et mieux les comprendre.
Et ce qu'il nous faut tous, voilà et on va arriver dans les dernières diapos. Là, c'était un truc qui a été présenté à l'INCHU en 2017. On y est toujours. Pour éradiquer l'hépatite C, il faut beaucoup de traitements de substitution et beaucoup de données de seringues. Et les pays qui arrivent, ils sont là. Donc il y a la Norvège, le machin, etc. La France, on est un peu en dessous. Et la Belgique, vous êtes encore plus bas que chez nous. Parce qu'on ne donne pas assez de pompes, quoi. On est toujours à 5 pompes par an et par usager, alors qu'il faudrait en avoir plus de 30. Donc les programmes d'échange de seringues, c'est la réduction des risques pour qu'on n'ait plus d'hépatite C. Donc il faut des traitements forts, mais il faut de la prévention forte. Donc il faut des TSO, il faut des médecins formés à la dicto et il faut des seringues. Ça, c'est évident. Et le taux de réinfection après les traitements, là, vous voyez qu'il faut apprendre à causer aux patients. Si les mecs sont plus en seringue, s'ils passent plus à l'injection, il y a, dans cette étude-là, 0 cas pour 100 patients années traités guéris. Donc apprenez à dire est-ce qu'il va injecter une fois par semaine, une fois tous les jours ou de temps en temps. Et chez ceux qui injectent tous les jours, on a 8,9 fois plus de recontamination. Donc il faut qu'on apprenne nos poissons recontaminants à les traiter, à les surveiller pour revoir régulièrement, leur refaire un ARN pour les retraiter, les guérir s'il y a besoin. Et puis nous, on a choisi de faire vice-versa. Donc on en parlait tout à l'heure. C'est moitié hépato, moitié addicto. C'est une newsletter gratos pour ceux qui veulent. Vous aurez plein d'infos pratiques. Alors très franco-français, je suis désolé, mais pourquoi pas participer avec vous. Et puis on fait des choses intéressantes. On a fait des camions très discrets, nous, pour qu'on ne parle pas du tout d'hépatite C. On a décidé de faire du bruit. On a été présents sur le Tour de France pour aller... on a inventé les premiers flyers bruyants. C'est un flyer que vous pouvez mettre en cône et gueuler après, ça c'est génial. Et puis on est même allé, on s'est lâché dans les délires, on a fait des trucs d'étudiants. Moi je me suis régalé de maquiller tous les panneaux de la ville de Foix en mettant un E pour obliger les journalistes à filmer la ville de Foix avec un E et être obligé de parler des maladies du foie le soir à TF1. C'était assez super. Voilà, je vous remercie, il faut continuer de faire du bruit, on compte sur vous.